6, 5, 4. Bonjour, bienvenue au webinaire. Si vous êtes inscrit donc au webinaire sur les personas, c'est bien ici. Alors, nous avons un certain nombre de personnes. Bonjour à tous. Voilà, 400 inscrits. Tout le monde est presque là. Alors, bienvenue. On va voir aujourd'hui ce beau sujet que sont les personas. Il faut savoir que les personas, aujourd'hui, sont, quand ils sont utilisés, quand ils sont bien utilisés, transforment complètement la manière de travailler autant en marketing que sur les sujets en fait, d'expérience client, sur les sujets de digital. Et en général, ça permet aussi d'aligner l'ensemble des silos. On va voir aujourd'hui en fait 5 clés sur les personas qu'on va partager. On avait partagé il y a quelques mois déjà. Et au vu du succès, on a renouvelé en fait ce webinaire. Voilà, on va commencer immédiatement. Pour les questions, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. On regardera en fait les questions, on y répondra en fait au fil de l'eau. Je vois qu'il y a des bonjours qui arrivent. Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez? Vous avez un petit module de chat. Sur votre droite, vous avez un module de chat. On va utiliser le chat, pas les sondages. Donc, vous pouvez nous dire bonjour éventuellement. Voilà, on vous entend et on vous voit. Vous dire un petit oui, on vous entend. Voilà. C'est parfait. Ok, alors c'est parti pour 5 clés de succès sur les personas. On se présente. Je laisse la parole. Allez, alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Donc Diane Raymond, moi j'ai passé pas mal d'années à faire du CRM pour Disneyland Paris, chez Accor Hotel, où j'ai notamment créé la direction CRM. Alors, mon expertise et mes convictions, c'est qu'avec la data client, on dispose d'une merveilleuse matière première et qu'on peut transformer cette matière première en intelligence client et ensuite mettre au point des stratégies relationnelles qui soient vraiment multicanal, omnicanal, tout au long du parcours. Et donc aujourd'hui, c'est à cet exercice que je m'entraîne avec Philippe, donc Different Factory, sur toutes vos belles problématiques. Voilà, alors on s'est connu en fait on s'est pas connu chez Disney, on aurait pu, parce que j'étais aussi chez Disney à une certaine époque à m'occuper, alors c'était d'expérience client et de relations client avant même de mettre le mot expérience client dessus. Donc je suis fondateur de Different Factory, j'étais auparavant en fait chez SFR Marketing et à la transformation client chez Aéroport de Paris. J'interviens aujourd'hui en fait de manière privilégiée sur les sujets en fait, d'expérience client, notamment et de design de services qui nous servent en fait pas mal dans ces problématiques de transformation. Voilà pour les présentations. Alors rapidement, on va aborder les questions pratiques. Le support est téléchargeable. Vous avez donc c'est téléchargeable en fait pendant la session en haut à droite de l'écran. Il sera téléchargeable en fait après, il vous sera envoyé après. Le module de chat, on l'a vu. Et petite question, juste pour voir si vous utilisez bien le module de chat et pour vous connaître, quel métier faites-vous? Vous pouvez répondre, pour tous ceux qui le souhaitent évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est juste pour voir sur le module de chat, donc vous pouvez nous dire enseignante, Pascal. Vous voyez que c'est très interactif, même si c'est un peu asynchrone, responsable. Les domaines d'activité, quels univers vous travaillez, voilà. C'est intéressant aussi. Directrice com, on voit que ça concerne pas mal de monde. En général, ça concerne en fait les personas, le marketing, le digital, marketing, consultante. Bienvenue aux consultants aussi, CRM, commerciaux, bienvenue. Commerciaux en général qui sont aussi partie prenante beaucoup en fait en B2B. On a même converti complètement des commerciaux qui étaient réticents aux personas au départ, on l'a vu récemment, le tourisme. Effectivement, pas mal de métiers, communication, coach, bienvenue au coach aussi. Analytics, bravo à tous ces métiers. Vous voyez que ça couvre en fait pas mal de responsabilités. Alors, qui sommes-nous?
Différentes factories. Alors, juste pour vous expliquer rapidement, on fait chez différentes factories, on fait depuis maintenant 7 ans de la transformation. On repart des clients, on fait ce qu'on appelle, on utilise le terme anglais, la transformation customer centric. On repart des clients pour réussir en fait à faire du changement et non pas parler plus de clients que de produits en fait ou de services. Évidemment, on s'intéresse à des problématiques d'expérience et de parcours client. On s'appuie sur des techniques et des méthodes, un état d'esprit qui est le design de service, le design d'offres de services aussi. On fait de la conception de parcours du futur, notamment de parcours en fait digitaux, puisqu'on va jusqu'aux frontières de l'UX. On utilise en fait pas mal tout ce qui est intelligence collective pour nos méthodes, en tant en distanciel qu'en présentiel. On a beaucoup utilisé ces derniers temps le distanciel en fait pour le faire, et on s'occupe à tout ce qui est posture et référentiel de service. Notamment, nos domaines en fait d'intervention sont soit le mentoring, soit la formation, notamment l'expérience et en parcours client. On a intervenu sur le certificat expérience client, notamment de Paris Dauphine. On utilise beaucoup les ateliers collaboratifs et on intervient ponctuellement en séminaire, pour des séminaires ou des bootcamps également. Comme ça, vous savez tout ce qu'on fait. On a un certain nombre de clients. Alors, on a autant des grandes structures que des petites structures. On a touché au domaine bancaire, les mutuelles, des gens comme BIC, l'équipement avec Husqvarna, la comptabilité avec des sociétés qui bouleversent pas mal la comptabilité avec comme Time, ou Limagrin, il n'y a pas si longtemps, avec Diane. 3 sujets. Pardon. Alors, je te laisse parler. On va donc se parler autour de 3 thèmes. Donc déjà, dire les personas, se rappeler ce que c'est et pourquoi on doit s'en occuper en 2022. Ensuite, on va balayer ensemble 5 clés de succès qui nous semblent cruciales pour avoir des personas utiles, efficaces, qui créent de la valeur pour vos organisations. Et puis, on ira dans le concret avec des exemples en B2B et en B2C. Donc, voilà nos 3 thèmes de ce matin. Alors, un chiffre, on n'en a retenu qu'un, parce qu'on s'est dit qu'il était extrêmement marquant. OpinionWay, Les Échos et Salesforce ont fait une étude en 2021 et il est ressorti ce chiffre. 90% des clients, donc de nos clients, attendent davantage d'humain dans la relation client-entreprise, client-fournisseur de services. Donc, davantage d'humain, c'est du sourire, c'est de l'attention, c'est de la personnalisation, c'est du ad hoc. Voilà. Donc, plus d'humain. De l'humain dans le persona, Philippe. Oui, c'est important à prendre en considération dans une époque de digitalisation. Et on va voir que l'équilibre entre les deux, automatisation et humanisation, digitalisation et humanisation, est un vrai sujet aujourd'hui à bien prendre en considération. Définition du persona. Qu'est-ce qu'un persona? Alors, un persona, c'est un personnage qui est fictif, mais qui repose sur une modélisation comportementale qui va être la plus réelle possible. Ça représente un groupe de personnes. Alors, c'est soit des clients, soit des utilisateurs pour l'UX, des usagers pour les services publics, ça peut être aussi des collaborateurs, dont les motivations, les modes d'action et les comportements sont homogènes. Donc c'est bien cet exercice-là qu'on va faire, en fait, c'est de capter des gens dont les comportements sont homogènes. Et différents aussi, pour faire des personnages différents. Ce portrait est basé sur des recherches qui vont permettre de comprendre qui il est ou qui ils sont en fait derrière ce persona, comment il agit, et ça c'est important de comprendre en fait comment il agit, mais aussi de comprendre pourquoi il agit. À partir du moment où on a cette clé du pourquoi, évidemment, ça va permettre d'être beaucoup plus prédictif de ce qu'il va faire à l'avenir. On est dans le présent, évidemment, le but du jeu, ça va être de prévoir comment il agit dans le futur. Le persona, alors vous êtes différents métiers, ça intéresse différents métiers. C'est pas que le marketing ou que l'expérience client. Il y a des usages dans l'expérience client et dans le CRM.
avec un usage sur les parcours et l'expérience client, sur la transformation digitale également. Le design du UX et UI, les UX en fait ont bien compris dans le design d'interface que les personas, ça permettait de faire ce qu'on appelle des produits, hein, du product management en fait de manière plus efficace. Ça permet aussi de faire l'innovation, donc du design de service ou du design thinking notamment. Mais toutes les problématiques en fait d'innovation, on l'utilise nous en design thinking aussi, en design de service. Et ça permet plus globalement de faire de la transformation centrée client, c'est qu'on repart des personas pour réussir à faire cette transformation client ou instaurer un esprit de service, une posture de service en fait nouvelle, en ayant des personas très très clairs, pour savoir à qui on s'adresse et à quel moment il faut considérer tel ou tel persona A, B, C ou D. On a des méthodes en fait très précises là-dessus. Contenu du persona, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on revient ensuite sur des exemples, mais on a un certain nombre de basics ou d'informations basiques. Elles peuvent changer en fonction de est-ce qu'on travaille en fait en B2B ou est-ce qu'en B2C déjà, et puis en fonction de la problématique, on va pouvoir aménager les cases. Attention à ne pas mettre trop de cases. On a vu des personas qui avaient jusqu'à 12 cases différentes. Il y a un moment, ça devient tellement fractionné que c'est inutilisable. Donc attention à bien fédérer vos thématiques. Parce qu'on les trouve souvent, le nom, l'histoire, de bien incarner en fait ce persona. Qui est-il? Ses objectifs, ses motivations. En général, c'est le même regroupement. À acheter, alors on va en revenir en fait sur la notion d'achat, d'action, d'utilisation, ou à revenir en fait chez moi. Quels sont ses besoins, hein, que cherche-t-il à satisfaire? Et là, on est sur l'aspect rationnel et émotionnel. Ses attitudes et comportements également, et les points de contact qu'il utilise. On s'intéresse particulièrement dans le persona également à ses points de douleur ou ses clés d'enchantement, notamment dans les parcours, dans l'expérience, ses points d'effort, ses points de frustration, ses raisons de départ, de partir de chez moi, d'aller chez mes concurrents. Et puis, une clé importante, hein, ça va être les attentes clients. On va revenir, les attentes ou ces attentes utilisateurs. On va revenir sur ces notions au moment des exemples. Alors, notre thème, humanisation versus automatisation, tous les parcours aujourd'hui comportent les deux. Alors, cette question n'est pas anodine parce que bien sûr, plus un parcours est automatisé, plus on juge qu'il va être rapide, fluide, donc il va générer du retour sur investissement, la transformation commerciale, et que bien entendu, si on remet de l'humain, eh bien, ça pose des questions de coût, ça pose des questions, des enjeux de formation. Alors, pourquoi faire des personas? Est-ce qu'on pourrait se passer de personnae? Alors, nous, notre réponse, c'est que les personnae sont importants parce qu'ils permettent d'éviter 3 erreurs critiques. La première chose, c'est que plus les parcours sont digitalisés, plus ils sont standardisés et donc plus ils risquent d'être reçus comme quelque chose d'impersonnel, de froid, de quelque chose de complètement automatisé où la relation est uniforme, sans empathie. Donc ça ne permet pas de créer d'expériences mémorables et ça n'est donc pas propice à de la fidélisation de longue durée, on va dire. La deuxième chose importante, c'est qu'on a souvent tendance à mettre du biais cognitif, c'est-à-dire que nous sommes tous des clients dans la vraie vie, et donc on se risque à penser que nous représentons les clients, nous sommes la voix du client, nous pensons comme nos clients. Eh bien non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas mon client, je dois absolument rentrer dans une démarche d'écoute active, et donc persona, ça permet d'éviter la conception comme pour moi, en me mettant vraiment à l'écoute des différents personnages, des différents clients. Et enfin, autre chose qu'on voit souvent chez nos clients, c'est qu'on a tendance à faire des utilisateurs lambda, des sortes d'utilisateurs moyens, type. Hein. Et donc, on se dit, souvent, les clients ont besoin de telle information. Souvent, ils bloquent à tel stade du parcours. Sauf que cette information de moyenne n'est pas utilisable, n'est pas exploitable
pour entrer dans un processus d'amélioration, il faut bien comprendre quel type de client a quel type de problème, à quel moment de son parcours. Et c'est grâce à cette approche-là, beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde, qu'on va être capable de prendre en compte les variantes des besoins et des attentes. Alors évidemment, en 2022, après toutes ces périodes de crise sanitaire, de confinement, d'éloignement, on va rechercher de la proximité. Comment on va recréer la proximité avec nos clients? Alors le b.a.-ba du CRM, bien entendu, c'est que c'est le client qui choisit les modalités du dialogue. Quel est le bon moment pour lui? Pas forcément pour nous, mais pour lui. Quel est son canal préféré? Et donc ça, c'est encore plus vrai que jamais. Le sans contact, qui a beaucoup évidemment pris d'importance, qui s'est développé, que ce soit avec le Drive, avec le Drive and Collect, le Click and Collect, pardon, que ce soit évidemment le e-commerce, tout ça devient une sorte de norme et donc il faut remettre de l'humain, il faut remettre des éléments de personnalisation. Et à contrario, la relation en face à face, en magasin, devient un moment d'exception. Donc il ne faut pas se rater, si on peut dire, puisque c'est le one-time contact. Donc c'est le moment où on va pouvoir ancrer la relation dans la durée, le moment où on va pouvoir vraiment répondre aux attentes du client. Voilà. Donc écoute active et intervention personnalisée. Donc vous voyez, il n'y a pas d'opposition entre le digital et l'humain. En 2022, on veut les deux, plus de digital et plus d'humain. Petite notion en fait sur le one-time contact, dans plein de secteurs pour lesquels on a travaillé, de plus en plus, la relation est physique en fait, en direct est rare. Et ces moments-là, on les appelle en fait one-time contact, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de moments, si vous regardez sur vos parcours clients, où vous avez l'occasion de voir un client, de le rencontrer, etc. Et ce moment-là, ce qu'on appelle one-time contact, est très important dans les parcours. Donc, souvent des moments de vérité, on va revenir sur ces notions. Donc, il est important de bien les identifier. Alors, la plupart des décisions qu'on prend dans la vie, en fait, elles sont régies par nos deux cerveaux, gauche-droit, et une approche fonctionnelle, rationnelle, de quoi j'ai besoin, combien je vais dépenser, quelle est la valeur de ce que j'achète, etc. Mais aussi, et surtout, un cerveau et une approche émotionnelle. Voilà. Est-ce que ça me plaît? Est-ce qu'on me parle de façon empathique? Est-ce qu'on tient compte de ce que je dis? Est-ce que l'on me reconnaît? Voilà. Et donc, c'est très important de faire vivre ces deux dimensions du persona. Et on va le retrouver. Alors, nous, on a synthétisé ça pour cette présentation autour de 3 verbes qui nous paraissent des clés d'entrée dans la relation. Donc, c'est d'abord faciliter. Comment je facilite la vie de mon client avec des choses donc fonctionnelles. Évidemment, un contrat arrive à échéance, j'envoie ce contrat, mais je peux aussi être au niveau émotionnel. Je peux passer un appel si c'est un client fidèle, un client historique, un client à forte valeur, un client qui a eu un souci avec nous. Je peux aussi l'appeler pour vérifier s'il a des nouveaux besoins ou pas. Voilà. Deuxième clé très importante, la personnalisation. Comment je passe d'une salutation, d'un message d'information standard à quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus chaleureux, avec le fait d'appeler le client par son nom, par exemple. Comment je réhumanise? J'ai eu un incident où je suis un assureur. Comment je dépasse le stade du document administratif, du formulaire de dédommagement, au stade vraiment de la relation où je prends en compte la dimension émotionnelle de la situation vécue par mon client et soit parce qu'il vit un moment difficile et donc je montre de l'empathie, soit parce qu'il était très mécontent et je présente des excuses. Donc beaucoup d'entreprises travaillent aujourd'hui sur tous ces éléments, que ce soit dans l'hôtellerie pour faire des attentions, par exemple pour des anniversaires de clients très fidèles, que ce soit chez Starbucks pour personnaliser le prénom sur le gobelet quand on a commandé à l'avance,
que ce soit le service après-vente pour des litiges qui ne sont pas traités rapidement. Voilà. Donc, il y a moult choses à faire pour vraiment utiliser ce qu'on a appris de nos personas et les animer sur ces deux plans, fonctionnel et émotionnel. Alors, merci à ceux qui ont répondu, à Chloé et Méréa, qui ont répondu sur qu'est-ce que c'était que le CRM et l'UX. Je vois qu'il y a des questions autour de ça. Merci de vos réponses fournies, d'ailleurs, je vois. 5 clés de succès de l'humanisation grâce au persona. Alors, première chose, c'est de maîtriser toutes les étapes de conception. Souvent, il y a une croyance quand on intervient dans les entreprises, en fait, c'est que les personas, ça se fait éventuellement en fait, en une réunion. On peut faire des personas en fait, en une réunion avec la matière que l'on a. C'est un peu une fausse croyance. Donc, rapidement, sans rentrer dans tout le détail de la méthodologie, c'est pour que vous preniez conscience que ça nécessite en fait quand même un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Première phase, une phase de recherche et de compréhension. Il faut bien, à un moment, définir vos objectifs. À quoi vont servir vos personas? Quel est l'objectif de faire ces personas? Et souvent, il peut y avoir des divergences au départ. La deuxième phase sera une phase de recherche et d'entretien. On va revenir dessus. Les personas se construisent grâce à une phase de recherche et de compréhension de qui sont mes clients, mes prospects, etc., avant de faire quoi que ce soit. Notamment, on utilise beaucoup d'entretiens individuels. Troisième phase, une définition des hypothèses. Qu'est-ce qui distingue les uns des autres? Cette phase est parmi la plus importante et la plus déterminante pour faire des personnages qui soient distincts les uns des autres. La deuxième grande phase, c'est la co-construction. On utilise pas mal la co-construction, nous, pour embarquer les équipes, que les équipes s'approprient ces personnages. On fait à ce moment-là du design de personas, on vient nourrir au fur et à mesure ce canvas et les templates qu'on a prédéterminés en fait, en avance, qu'on a choisi en fonction de la problématique. Il peut y avoir une option qui est une phase quanti, sans rentrer dans le débat quali-quanti, c'est une option. On peut faire des personas qu'on va quantifier spécifiquement sur des critères quantifiables. Et puis, il y a la phase de mise en action, c'est-à-dire comment on va utiliser et mettre en action tous ces personas sur des parcours, sur du digital, sur de l'expérience client. Ensuite, vous voyez que ça intervient après avoir fait quelque chose de très construit en fait derrière. Donc, première chose, avoir une méthode et respecter une méthode. C'est pas juste quelque chose qu'on construit comme ça. On a vu parfois en salle de réunion, on va dire tiens, on va faire des personas comme ça, sans réflexion et sans recherche. Deuxième chose, distinguer persona et segmentation. Pour faire simple, les méthodes quantitatives, c'est combien, va nous permettre de déterminer combien de personnes on a. Donc, c'est des questionnaires, souvent qui sont des questionnaires ou des enquêtes qui vont nous permettre de dire combien de personas on a. Et les méthodes qualitatives vont nous permettre de comprendre les personas et de comprendre qui ils sont, et on est plutôt dans le pourquoi. Vous avez compris que sur les personas, il va falloir faire des recherches en amont avant de construire des personas. En général, la recherche sur laquelle on s'appuie sont en bleu en haut ce que l'on a déjà. Dans les entreprises, on a souvent la possibilité d'écouter en fait ses clients, donc ce qu'on appelle de l'écoute client active. On peut avoir des enquêtes de satisfaction. On peut avoir également les data, en fait, de l'analytics en data. Et puis, ce qu'on va chercher en général, en plus, c'est la voix des collaborateurs. On va faire des entretiens clients, bien souvent, avant d'aller construire ces personas, des entretiens individuels, on fait au téléphone notamment. Et on peut aller jusqu'à faire des méthodes d'observation in situ, ce qu'on appelle en fait, sur le lieu, par exemple. On l'a fait pour la banque, on a fait une vingtaine d'observations entre un conseiller bancaire et les clients pour comprendre l'interaction entre les deux. Donc, ces méthodes-là vont nous permettre de fiabiliser complètement notre persona. Le persona
enrichit la segmentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est soit on fait des personnages, soit on fait une segmentation. Mais souvent, les deux sont confondus. La segmentation nous permet d'avoir des informations, de partir d'informations déjà connues dans des bases. Souvent, c'est qu'on a la nature des achats, le volume d'achat, des données socio-démographiques. On a des données de ciblage produit. Ça, c'est des données de segmentation. Les personas sont d'autres natures d'informations qui sont plus de nature qualitative. C'est les besoins, ce qu'on va chercher, c'est les usages, comment ils se comportent notamment, quelles sont les frustrations, quels sont les efforts, quels sont les freins qu'il peut avoir, mais aussi, en positif, quels sont les leviers d'engagement. Quanti, quali. Vous voyez qu'on n'est pas sur la même nature, donc on va comprendre l'humain beaucoup plus en fait avec des personas, donc on est beaucoup plus dans des recherches de nature qualitative qu'une segmentation qui est sur des données déjà connues qui sont dans des bases, notamment souvent CRM, Salesforce ou autres. Vous voyez la différence entre les deux. Donc les deux sont complémentaires. Segmentation et persona sont complémentaires. Alors, comprendre les insights clients et utilisateurs. C'est important. Donc, persona, c'est ceux qui achètent et c'est aussi ceux qui utilisent. Donc, après, à voir si les deux se confondent ou s'ils sont distincts, mais voilà, ayons les deux en tête. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un insight? Un insight, ce n'est pas juste un critère. L'insight, il vient de cette approche qualitative, de cette écoute active des clients, donc dans ces interviews, dans ces entretiens approfondis, où non seulement on a donc posé des questions fermées, oui, non, comment vous faites, mais aussi on a écouté. D'accord ? Donc, un insight, c'est une information déterminante sur les besoins, les usages, les difficultés ou les attentes de nos clients. Et souvent, c'est des choses qu'on ignorait auparavant ou qu'on avait mal formulées. Donc, en termes de points de douleur, donc les pains, voilà, qu'est-ce qui crée de l'insatisfaction, quel est l'effort, comment c'est formulé du point de vue du client, qu'est-ce qu'on mesure. Au niveau des bénéfices, c'est tout ce qui est perçu par le client, tout ce qui peut enchanter, donner de la durée à la relation, qui peut faire quelque chose de mémorable. Et puis après, toutes les attentes qui parfois sont explicitées et parfois pas. D'où l'importance d'aller les chercher dans ces entretiens. Donc l'insight, c'est ça. C'est comment, quelle information précise on va retenir de ces entretiens et comment cette information, on va l'utiliser après comme un levier d'action. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va nous permettre de trouver ce bon mix entre automatisation et réhumanisation. Alors, on va pas remettre des salariés, des agents, etc., tout au long du parcours. Bien sûr que non. On va remiser sur l'humain quand ça crée de la valeur relationnelle. Je vous donne un exemple. Dans l'hôtellerie, on a le check-in, check-out qui prend beaucoup de temps. Et donc, on s'est posé beaucoup la question de est-ce qu'on fait un check-in complètement automatisé ou un check-out complètement automatisé? Et en fait, en écoutant les clients, on a compris que pour certains, le point de contact avec une vraie personne pour entrer ou sortir de l'hôtel, c'était très important. Et pour d'autres, ça n'avait pas d'utilité quand il n'y avait pas de problème particulier, pas de questions à poser. Voilà. Donc, il n'y a pas une réponse universelle. Dans certains cas, ce check-in avec un concierge a de la valeur et dans d'autres, il n'en a pas nécessairement. Voilà. Donc, le fait de travailler sur ces personas, ça nous permet de développer les offres et les services qui sont vraiment adaptés et personnalisés pour chaque persona tout au long du parcours, en digitalisant là où c'est nécessaire pour certains et en renforçant cette proximité, cette relation d'humain à humain quand c'est pertinent et pour certains personnages. Alors, qu'est-ce qui va différencier nos personas? C'est une vraie question.
Alors, juste en fait, pour rebondir sur ce que disait Diane, en retail notamment, c'est très important pour distinguer comment je m'adresse à un client. Souvent, on voit la problématique, c'est qu'il y a une espèce d'uniformisation du discours, que ce soit dans la téléphonie, le commerce, etc. Et donc, on parle au client de la même manière. Ce qui peut être une erreur. C'est-à-dire qu'à un moment, le persona et le fait de faire des personas dans le retail permet de comprendre à qui j'ai affaire et plutôt que d'avoir un discours homogène, de repérer assez rapidement à quel type de personnage j'ai et d'adapter mon discours ou d'adapter ce que je vais faire en fonction. Identifier ce qui différencie les personas. C'est un point clé, j'en parlais tout à l'heure. Différentes méthodes pour distinguer les personas. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a plusieurs méthodes, et en fonction de la problématique, on va choisir une méthode ou l'autre. Ce qui est important, c'est de comprendre que je peux distinguer mes personas soit avec des multicritères, critères 1, 2, 3, 4, 5, et effectivement, ça demande une certaine pratique pour réussir à combiner 5 critères qui vont, en fonction de leur combinaison, me faire des personas 1, 2, 3, 4 ou 5. Ça peut être des critères de motivation, de besoin, d'attitude, de comportement, qui peuvent être différents. Avec Diane, on a travaillé sur ces problématiques-là. Effectivement, on est arrivé à combiner jusqu'à 4 ou 5 critères différents, et à la fin, c'était parfaitement lisible. La mécanique peut être complexe, mais au final, le résultat est limpide. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai construit un persona, les 5, quand on les a présentés, il dit « Ah oui, c'est exactement ça ». C'est-à-dire que le client a vu, en fait, les personas concrètement. Les axes clivants est une méthode peut-être un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on va faire 2 axes opposés, qui sont des axes soit motivationnels, soit de besoin, souvent comportementaux, qui permettent de distinguer des personas. Un exemple très simple, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui sont très orientés digital et d'autres qui sont orientés très humains. Ça peut être paraître basique, mais souvent dans les secteurs, on a cette problématique-là de personnes qui vont préférer le digital et qui considèrent que ça leur fait gagner du temps, et d'autres qui considèrent que ça leur fait perdre du temps parce que c'est trop complexe pour eux, que c'est pas assez fluide, etc., etc. Et d'autres qui préfèrent l'humain et qui considèrent que la relation est plus importante que la rapidité. Donc ça, c'est des critères que l'on peut prendre en considération. Donc, bien cliver vos personas. Un exemple. Alors, on a combiné là, pour que vous puissiez comprendre, non pas, on ne va pas expliquer tous les personas, mais le résultat de ce que ça a donné derrière sur une assurance mutuelle, ça on l'a nommé. On avait 2 axes. Un premier axe qui était plutôt, d'un côté, un mode comportemental, décision réfléchie, et à l'opposé, décision émotionnelle, et c'était très clair dans les interviews qu'on a faites, que certains étaient très réfléchis, très rationnels dans leur choix de mutuelle, santé, etc. Et d'autres, c'était beaucoup plus l'émotion. Ah, qu'est-ce qu'ils font, les témoignages des autres clients, etc., etc. À l'opposé, deux autres axes qu'on est venu combiner et superposer. L'autonomie, est-ce que je suis autonome dans ma santé? C'est donnez-moi des informations et je vais me débrouiller, donnez-moi des experts et je vais me débrouiller ensuite avec ces informations. Et à l'opposé, on avait des personnes qui avaient besoin de conseils, c'est donnez-moi des conseils, je veux bien des rendez-vous si c'est possible, donnez-moi des conseils ponctuels, etc., etc. En combinant ces 2 axes, on est arrivé à des personnages très très différents et des parcours très différents. Parcours autonomie, parcours conseil, parcours assisté, parcours très informatif. Évidemment, ça change la manière d'interagir, vous comprenez bien, avec des clients ou des prospects, hein, puisque ça arrive très très tôt dans les parcours. Vous voyez, 4 parcours et 4 manières d'agir. Ça va nous faire donc des plans d'action vraiment distincts. 5e. Co-construire des personnages fiables et puissants. Alors, je vais juste faire la petite introduction. On entend souvent, vous avez peut-être entendu parler de différence entre des acheteurs et des utilisateurs dans les personas, ce qu'on appelle des buyers personas. Je suis désolé pour les termes anglais, mais ils existent. Nous ne les avons pas créés. Les buyers personas et les user personas. Pour faire synthétique sur ce sujet-là,
En B2C, en grand public, vous pouvez avoir des acheteurs. Et après l'achat, donc c'est des personas qui sont orientés sur le parcours d'achat. Et puis des personas qui sont plutôt orientés en fait sur après l'achat, qu'est-ce qui se passe, qu'on appelle les user personas, les personas utilisateurs. Faire attention en B2C, donc sur le grand public, on peut avoir des acheteurs et des utilisateurs qui sont les mêmes. Attention à ne pas oublier qu'un acheteur peut être utilisateur derrière. En B2B, par contre, vous pouvez avoir des acheteurs d'un côté et des utilisateurs qui ne sont pas les mêmes. Donc cette petite différence peut créer des cataclysmes en fait si vous ne les prenez pas en considération. Exemple, un acheteur pour des solutions, je sais pas quoi, d'informatique ou de RH, ou voilà, peut-être un décisionnaire, un PDG, un DG, une direction des achats. L'utilisateur, si on est sur des solutions, peut-être, par exemple, si on est dans je sais pas quoi, une solution de téléphonie, ça va être l'utilisateur au final du téléphone. Donc, c'est pas le PDG. Et c'est pas du tout la même dimension. Donc, attention à bien prendre en considération l'acheteur et l'utilisateur et ce dont vous voulez parler quand vous parlez des personnes. Alors bien sûr, quand on est en B2B, hein, on va devoir replacer la personne, l'interlocuteur, dans son organisation. Donc on a affaire à deux logiques. On a la personne à qui on s'adresse, qui elle a ses responsabilités ou son rôle dans l'organisation. Elle a une fonction avec un certain pouvoir de décision, plus ou moins d'autonomie, peut-être aussi une capacité d'influence pour prescrire, recommander, convaincre en interne qu'il faut choisir tel ou tel prestataire, telle ou telle solution, tel ou tel produit. Et puis, elle a ses propres barrières, c'est-à-dire peut-être dans l'exercice de sa fonction, des barrières liées à des habitudes de travail, un catalogue de fournisseurs en place, un budget, etc. Mais aussi donc en termes de logique d'organisation, eh bien, elle va devoir obéir à la logique interne, des règles. Qu'est-ce qu'on doit acheter, de quelle façon, comment on lance les appels d'offres, est-ce qu'on peut sortir du catalogue de prestataires habituels ou pas, etc. Et puis, elle doit rendre compte ou partager de ses critères de décision et justifier de qu'est-ce qui va faire l'efficience de son achat. Voilà. Donc, c'est important en B2B de bien replacer notre persona dans ces deux niveaux d'action, de décision, pour la considérer dans son écosystème complet. Et là, on voudrait vous attirer votre attention sur quelque chose qui est vraiment important, c'est que, bien sûr, les commerciaux, ils connaissent leurs clients, c'est vrai, ils les connaissent. Et donc, souvent, ils jugent qu'ils peuvent eux-mêmes définir les personas sans forcément se rapprocher des autres acteurs de la relation avec les clients. C'est souvent le cas en B2B. Donc, ce qui est important, c'est très souvent le cas. Voilà. Donc, si on veut un persona vraiment puissant, c'est-à-dire un persona qui permette d'ancrer la relation dans le temps, de vraiment se différencier par rapport à la concurrence, il faut dépasser cette dimension strictement commerciale et donc les clivages organisationnels, les silos qui sont fréquents dans toutes nos entreprises. Et tout ça, ça nous donne deux bénéfices majeurs. D'abord, c'est plus de cohérence, parce qu'on aura une vraie approche 360 avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, c'est cette cohérence de tous les acteurs qui fait que la cohérence est perçue par le client. Si elle est perçue par le client, eh bien, ça donne plus d'efficacité, parce que chacun va savoir comment il intervient, à quel moment du parcours, par quel canal, et on va vraiment avoir une orchestration et non pas une addition de solistes dans l'entreprise. Donc, le client, lui, il veut entendre un orchestre qui joue quelque chose d'agréable et de pertinent pour lui. Un message pour toutes les personnes qui travaillent en B2B. Oui, les personas sont extrêmement puissants aussi en B2B.
Oui, il est possible d'embarquer une organisation, notamment les commerciaux qui peuvent paraître les seuls en charge de l'interaction avec des clients, donc c'est possible de les convaincre. Nous, on a embarqué des entreprises dont les commerciaux étaient un petit peu réticents au départ parce qu'on allait interroger les clients, on allait pouvoir potentiellement remettre en cause la manière dont ils interagissaient avec les clients, etc. Et au contraire, ça a permis de comprendre à quel point le digital était pertinent à certains moments, l'humain était pertinent à d'autres moments, et ça a permis de valoriser aussi l'action commerciale, et ça a permis d'embarquer toute une organisation et de changer complètement leur manière d'interagir avec le client. À tel point qu'à la fin, ils nous ont dit, écoutez, on faisait plein de choses en marketing, on faisait du push, push, push marketing qui ne marchait pas. Ouais. Plus ça allait et moins ça marchait, parce qu'on était toujours le même réflexe de faire du push produit, et voilà, et on faisait la campagne 1, la campagne 2, la campagne 3. Le fait de repartir de persona, ça a changé complètement leur vision produit. On est parti de comportement et non pas de produits à vendre. Donc on avait le persona 1 qui était plutôt anti-digital, machin, l'autre qui était plutôt, on va dire comme ça pour simplifier, l'autre qui était plutôt dans ceci, cela, voilà. Et ça a permis de mieux comprendre la manière d'interagir avec eux et en outre d'initier un certain nombre de nouveaux services, d'accélérer des projets, notamment des projets de services de digital, de dématérialisation, etc., qui n'étaient pas du tout dans les tuyaux ou qu'ils avaient du mal à prioriser, qui libèrent le temps commercial, le temps humain avec eux. Voilà pour les personnes qui sont présentes en B2B. N'hésitez pas si vous avez des questions autour de ça. Alors, petite question, puisque nous arrivons en fait à la fin de nos 5, mais on va vous donner des exemples tout de suite de persona, ne quittez pas. C'est maintenant qu'on voit les exemples. Sondage. Persona, quel bénéfice pour ceux qui ont, il y en a certainement qui ont déjà travaillé sur les personas, qui ont mis en place des personas. Quel bénéfice avez-vous le plus constaté? Ou à l'inverse, si vous avez travaillé sur les personas et que vous n'êtes pas parvenu à des choses concluantes, on en a vu, mais il y avait des raisons. Vous pouvez partager avec nous en fait les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché ou les choses. Merci Céline. Vous en êtes persuadé. Alors je ne sais plus si c'était dans le film, mais bon. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre tout de suite, après les 2 exemples qu'on va vous montrer. Alors sur les exemples, on a voulu vous montrer la différence entre un persona grand public et un persona entreprise, entre guillemets, pour vous resignifier que là, effectivement, il y a des différences en fait, différences de fond dans les choses qu'il faut capturer. Alors la première chose, premier persona, c'est un persona grand public. Ce qu'on y trouve, donc, c'est une bio assez rapide. Alors les anglo-saxons vont très très loin dans la bio pour personnifier. N'y passez pas non plus des heures, puisque c'est important de rentrer en empathie, mais non pas de non plus créer toute une histoire ou un livre. Il faut savoir quelque chose d'important. Dans les personas, vous avez toujours 2 persona, ce qu'on ne vous montre pas, ce qu'on ne vous dit pas. Vous avez un persona simplifié et un persona plus profond. Ce qu'on vous montre toujours, c'est le persona simplifié. Pourquoi? Parce que le persona qui est plus profond, il est un peu indigeste. Avec tout ce qu'on récupère comme matière, la manière dont on travaille, en général, on a un persona qui est extrêmement nourri. Et ce n'est pas ce qu'on va vous montrer parce que ça peut être, par exemple, des onglets. Il peut y avoir 3 onglets, les uns derrière les autres. On va vous distinguer le comportement, les points de douleur, etc. Ce qu'on vous montre, c'est la synthèse. Attention, parce que parfois, ils sont tellement simplifiés que vous n'avez qu'un persona simple. Mais en général, on a, nous, 2 personas. Là, on vous montre le persona simplifié. On y trouve donc ce qu'on vous a dit, les motivations, par exemple, les attitudes, les besoins, les comportements. Souvent, là, ce qui est important, c'est de comprendre les points de contact qu'ils utilisent ou les points de contact qu'ils préfèrent, ou au contraire ceux qui vont fuir, pour bien comprendre le persona. Et ce qui est souvent oublié, les attentes. Quelles sont les attentes de vos personas, celles ce qu'ils auraient espéré avoir dans leur parcours, dans leur expérience, et qu'ils n'ont pas rencontré. Et puis, évidemment, il y a des données, notamment de verbatim, qui vont encapsuler très clairement le persona. On peut trouver d'autres choses. On vous donne un exemple, mais on va l'adapter en fonction
de la problématique sur laquelle on est. Ça, c'est souvent ce qu'on trouve dans les personas B2C. En persona B2B, par différence, on trouve les responsabilités, les attitudes, évidemment les logiques d'achat, parce que souvent ce qui intéresse les entreprises, c'est comment faire acheter ma solution, les attentes, toujours les critères de décision, les décisions pour décider dans le cadre d'une entreprise, les barrières dans le cadre d'une entreprise, les barrières à acheter, les barrières à utiliser, les barrières à interagir. Et puis là, on a mis, à titre d'exemple, les problèmes à résoudre. Souvent, B2B, ce qu'on a, c'est des problématiques à résoudre qui peuvent être en amont au moment de l'achat ou post-achat. Donc, ça peut être intéressant de mettre des problématiques de manière synthétique et on va les expliquer dans le persona plus complet. Voilà, les exemples. On a une question qui vient à point là. Doit-on faire plusieurs enquêtes en B2B? C'est Soraya qui nous demande ça. Une interview du buyer persona et une du user persona. Alors, c'est une grande question, effectivement. C'est pas simple d'y répondre en fait simplement. Ça dépend des problématiques. Oui, il nous est arrivé de distinguer les deux, puisque si le buyer... Alors, on a un temps limité dans des entretiens. On a 45 minutes à 1 heure. Donc, il faut rationaliser les questions. Si vous êtes sur le buyer, l'acheteur est le même que l'utilisateur dans une solution, par exemple en B2B, il va falloir rationaliser les questions de telle manière à capter son parcours au moment de l'achat et post-achat sur l'utilisation. Donc, la question est oui, on peut faire une seule et même interview, il faut rationaliser les questions. Il peut y avoir des frustrations, auquel cas on va distinguer des interviews acheteurs et des interviews utilisateurs. Si l'acheteur n'est pas le même que l'utilisateur, évidemment, il faut faire 2 interviews pour répondre simplement, pour en distinguer les... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va répondre aux questions peut-être à la fin. On va conclure là et puis on va répondre tout de suite aux questions. Et ça nous permet de lire les questions. Je vais lire les questions pendant que... D'accord. Alors, voilà, après cette présentation, donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que oui, non seulement ça vaut la peine de faire des personas en 2022 et pour la suite, mais en même temps, ça va vous apporter une force d'action parce que ça permet d'aligner, d'humaniser et de prioriser la roadmap de l'entreprise. Donc, personnaliser, on l'a vu, on va avoir des parcours pour chaque persona, alors buyer et user, avec le bon dosage, le bon équilibre entre de l'automatisation du digital et de l'humain à nouveau à certains points de contact bien précis pour certains personas, là où ça crée de la valeur et seulement là. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est que vous embarquez, vous alignez vos équipes sur une vision client qui est partagée, une vision client aussi qui est dynamique, vous voyez, qui intègre les aspects de l'offre, les aspects de contenu. Il ne faut pas oublier les aspects de contenu, c'est comment on crée des contenus pertinents, personnalisés, etc. Et la mise en musique des différents parcours clients. Voilà. Et troisième bénéfice, vous avez des critères de décision qui sont donc objectivés pour prioriser vos projets à 3 ans. Sur quel persona vous allez investir? Quels sont ceux qui sont stratégiques pour vous? Vous n'allez pas tout modifier pour tous les personas tout de suite. Non, vous allez prioriser, peut-être travailler en premier le persona ou les 2 personas qui correspondent ou qui contribuent à hauteur de 30 ou 40% de votre marge, par exemple, si vous êtes en capacité de faire ce calcul. Et puis l'année 2, vous ferez les 2 personas suivants. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On peut prioriser. Le focus est super important et aussi ne pas oublier que dans l'efficacité, il y a aussi laisser tomber ce qui n'apporte pas beaucoup de valeur. Voilà. Donc, il y avait peut-être des chantiers auxquels vous aviez pensé qui, effectivement, d'un point de vue théorique, sur le papier, paraissent importants, mais qui en réalité ne vont pas apporter beaucoup d'impact, soit parce qu'ils concernent des personnels non stratégiques, soit parce qu'ils ne sont pas situés au point au moment clé sur le parcours. Ils ne traitent pas les points de douleur
connu pour les personas et il n'apporte pas de clé d'enchantement ou de réenchantement de l'expérience. Donc, alors Diane, on a des vous ne les questions. ferez plus. On a des questions, je vois que l'heure tourne. Question sur persona simplifié. Est-ce que l'arbitrage en fait fait pas perdre des informations? C'est un moment, c'est le choix effectivement est un choix, peut-être un choix collectif de garder telle ou telle information. C'est pas parce qu'on fait un persona simplifié qu'on n'utilise pas le persona complet. C'est juste que pour communiquer en interne, il est plus simple de communiquer par exemple à des directions générales sur un persona simplifié en gardant ce qui est le plus important, comme une synthèse, et puis le persona plus complet pour les personnes qui travaillent effectivement dessus, en digital, en expérience client ou en marketing. En innovation. Voilà, c'est de vouloir un persona trop complet, à un moment fait perdre de l'efficacité si on monte en fait dans les strates hiérarchiques notamment. Ça permet de travailler la proposition de valeur, les personas permettent de travailler les propositions de valeur, tout à fait. Ça permet de changer même, d'adresser des nouvelles propositions de valeur. C'est pour ça qu'on l'utilise en innovation, notamment. C'est pour ceux qui travaillent avec un business model Canvas, on travaille à partir de persona. On l'a fait pour Husqvarna sur des nouveaux services. On est parti de persona pour créer des nouvelles propositions de valeur, servicielles notamment. Question sur... On a une question sur le RGPD. C'est Henri qui demande comment prendre en compte les contraintes légales du RGPD. Alors, en fait, quand on constitue le profil, il n'y a pas vraiment de sujet puisqu'on est dans un nombre d'entretiens qui est somme toute limité. En quali, il n'y a pas ce problème. On va retenir... Voilà. Que en quanti. En quanti, on va extraire en fait les 2 ou 3 informations clés qu'il va falloir aller chercher. Donc, elles sont traitées dans le même cadre RGPD que le reste. Ouais. C'est comme tous les processus de qualification de base. Si vous passez du quali au quanti, on a fait ça pour un client, c'est quantifier des personas. Il y a un moment, effectivement, votre processus, c'est comme tout processus du RGPD, vous devez alerter le client au bon moment de la qualification et l'attribution au persona rouge, vert, bleu. C'est un processus de effectivement RGPD classique. Alors, des réponses sur les pratiques. Nous avons réalisé les personas pour compléter notre segmentation et nous sommes très satisfaits. Une vraie plus-value apportée, exact, bravo. En effet, ça nous a permis d'humaniser les données quanti et être proche de la réalité terrain. Ces personas ont été construits avec des membres du marketing et du front office, bravo. Cécile, c'est que vous avez réussi. Ce qu'on a fait aussi, c'est que parfois, la demande, c'est de venir nourrir une segmentation, et ça change beaucoup la segmentation qui est souvent un peu désincarnée, qui sont que des chiffres. Alors, il est mieux, alors il y a toujours la question, faut-il mieux partir d'une segmentation et faire du persona en phase 2, ou faire des personas pour changer la segmentation? Vaste débat, mais les 2 logiques existent. On peut aussi partir d'une logique persona pour quantifier. Les 2 logiques, en fait, existent. On ne rentrera pas dans le détail, mais les 2 logiques, en fait, existent. Comment personnaliser le parcours ensuite selon les personas concrètement? Scénario marketing automation, cookies pour avoir une version du site personnalisée. On parle, pour répondre simplement à ça, on prend le persona, on fonctionne persona par persona. On fait ce qu'on appelle du Customer Journey Mapping, c'est qu'on part de la compréhension du présent pour construire le futur. Il n'y a pas de construction du futur sans une bonne compréhension des parcours actuels. Donc, on utilise ces méthodes de Customer Journey Mapping ou Experience Map, donc c'est des cartographies de parcours. On identifie dedans les priorités, ce qu'on doit résoudre en fait de manière prioritaire. Et ensuite, une fois qu'on a priorisé ces moments-là, on va construire en fait le futur. Donc, ces 2 moments différents, ce qu'on appelle du design de parcours client dans un deuxième temps. Les cookies arrivent, les problématiques de cookies arrivent bien après, et d'automation arrivent bien après. On ne fait pas d'automation sans qu'on ait compris ce qu'il faut faire. Tout ne se résigne pas en fait à de l'automation. On ne fait de l'automation que si c'est pertinent derrière. Voilà, d'ultime question. Ultime question, qu'est-ce qu'on n'a pas répondu?
Comment on communique. J'ai une question sur la communication en interne des personas. Alors, la communication, elle est d'autant facilitée si on est sur du collaboratif. Plus on a fait du collaboratif en amont, et le plus c'est simple d'aller communiquer. Le moins vous avez communiqué en amont, et le plus c'est difficile d'embarquer tout le monde. Nous, on a remarqué ça, même les commerciaux, les DSI sont embarqués. Quand on les embarque en amont, quand on les a fait participer aux ateliers en fait en amont, on adhère beaucoup plus en fait aux personas. Il vaut mieux communiquer sur des personas simplifiés que des personas complexes aussi. Donc et puis c'est mieux de communiquer sur des personas et une logique comportementale, de bien comprendre en quoi ils sont différents que le persona dans l'absolu. Le plus votre persona est bien construit et bien clivant en termes comportementaux, le mieux les personnes vont adhérer aussi. Les conditions de réussite sont aussi dans la qualité du persona. Il faut que les collaborateurs ressentent une sorte de familiarité, de proximité avec les personas. Il faut qu'ils aient l'impression de les connaître, en fait. Et après, c'est important dans cette communication interne de bien continuer à raconter l'histoire. Qui sont ces personas, comment ils les animent et quels résultats ça donne. Voilà, pour étayer, pour enrichir l'histoire dans le temps. Du coup, il y a une Customer Journey par persona. C'est bien, Céline a répondu. Donc, Céline va co-animer notre prochain webinaire sur les Customer Journey. Oui, c'est bien une Customer Journey par persona. C'est bien ça. Il faut se donner ce temps-là, cette énergie-là, et ça donne des parcours clients qui sont radicalement différents, qu'on adresse persona par persona, et ça, quel que soit le secteur, que ce soit dans le domaine du bancaire, du bricolage, de la téléphonie, quels que soient les secteurs dans lesquels on est intervenu, les parcours sont bien distincts par persona. Oui, dans un contexte international, cela veut-il dire qu'il faut faire des personas par pays? Non, on prend en compte le contexte culturel. Alors, comment répondre à la question? On fait des personas non pas par pays, on fait des personas qui dépassent les pays, qui sont des comportements. Alors, tout dépend si c'est du B2B ou du B2C. Admettons que ce soit du B2B pour faire simple. On a ce qu'on appelle des méta-personas qui dépassent les pays. Et ensuite, on va prendre en compte le contexte culturel des pays. C'est-à-dire que si ça nous est arrivé de prendre en compte qu'en B2B, le contexte culturel, par exemple, de l'Allemagne et de l'Espagne, évidemment, n'est pas le même. Donc, on va prendre cette teinte-là, en dessous, nous avons des critères en dessous des méta-personas. On a une teinte des pays qui va influer le mode comportemental en fait, du persona. Le critère de décision d'achat n'est pas le même en Allemagne, par exemple, et en Espagne, c'est le cas. Mais si vous rentrez dans des personas par pays, ça peut devenir très, très complexe à gérer ensuite, très, très complexe. Donc, effectivement, ces clés de décision sont importantes à bien prendre en compte si vous ne voulez pas arriver à une complexité de personnes. On est arrivé à des clients qui avaient, on est arrivé, en fait, ils avaient 12 personas qui étaient par fonction. Attention aux personas par fonction. Chaque fonction, il y a un persona. Si vous commencez à rentrer en B2B dans une logique de persona par fonction, vous pouvez arriver à une vraie complexité. Donc, il y a d'autres logiques que les fonctions qui sont plutôt par rôle. On ne va pas avoir le temps de développer là parce que nous avons commencé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va rebondir là-dessus. Nous sommes disponibles. Nous sommes à votre disposition. On peut répondre, interagir par mail et par téléphone ou par tout autre moyen. Nous sommes à votre disposition pour des questions complémentaires. On va être obligé maintenant de conclure. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vois que vous êtes restés jusqu'au bout.
Ça doit dire en fait qu'on a dit des choses intéressantes. On peut imaginer, on peut espérer. C'était très bien. Ah, merci, c'est sympa. Voilà, Très Philippe bientôt pour attendait ce d'autres mot. webinaires. Pour d'autres webinaires sur Webikeo Ouais. ou ailleurs. Et puis, on reste à votre disposition. On a un numéro de téléphone, on a un mail, on a LinkedIn, on a plein de moyens à votre disposition pour interagir. Voilà, à très vite, à très Très bonne bientôt. Et journée. n'oubliez pas, les personas, ça change la vie. Si c'est bien fait, ça peut changer la vie. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Ciao. Bonne journée à tous. Bonne Au journée à revoir. tous. Bye. Merci, c'était top. Ah, ça fait plaisir. Merci Aurélie. À bientôt. Ciao. À bientôt.